Une menace interplanétaire, une organisation top secrète, un gouvernement dans le gouvernement. Pour certains experts, il ne fait aucun doute que les États-Unis sont entrés en contact avec les extraterrestres. Il existerait, selon eux, une organisation agissant dans l'ombre. Un groupe œuvrant sans même que les plus hautes sphères du gouvernement en aient connaissance. Ce groupe aurait le contrôle absolu sur toutes les informations liées aux ovnis. Et si cette organisation constituait elle-même une menace pour l'avenir de l'humanité? Ensemble, levons un coin du voile sur l'organisation la plus secrète qui soit au monde. Son nom, le Majestic 12. Vous regardez Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Le golfe de Solway, à la frontière de l'Angleterre et de l'Écosse, le 23 mai 1964. Lors d'une promenade en famille, Jim Templeton prend une série de 3 photos de sa fille. Il développe ensuite lui-même ses clichés. Les 2 premiers sont parfaitement anodins. Mais sur le 3e, un étrange personnage est visible en arrière-plan. Il porte ce qui semble être un casque et une combinaison spatiale. Peu de temps après, Jim Templeton reçoit la visite de 2 hommes vêtus de costumes noirs identiques. Les 2 hommes l'ont ramené sur les lieux et lui ont fait clairement comprendre qu'ils devaient s'en tenir à leur version des faits. Jim Templeton n'a pas voulu rentrer dans leur jeu. Le ton est monté et ils l'ont laissé sur place. Certains estiment que ces 2 hommes pourraient faire partie des fameux Men in Black. On ne compte plus les témoignages relatant les intimidations perpétrées par ces hommes en noir. Mais qui sont-ils vraiment? Les Men in Black seraient-ils liés au fameux Majestic 12? Leur apparition est certainement liée aux 2 plus célèbres affaires d'OVNI de l'histoire américaine. Dossier déclassifié, la bataille de Los Angeles. Le 24 février 1942, la Navy américaine est en alerte maximale et scrute toute activité militaire japonaise dans le Pacifique. Peu après 3 heures du matin, les sirènes retentissent. Un objet non identifié a été repéré dans le ciel, s'approchant de la plage de Santa Monica. La DCA ouvre le feu. Entre 12 000 et 14 000 obus sont tirés, certains touchant directement l'objet. Mais il continue à flotter dans les airs. Selon la version officielle du gouvernement, il s'agissait d'une fausse alerte. Mais les journaux publient les images de l'objet. Le grand public exige des explications. La Navy déclare alors que l'objet était un ballon-sonde météo. Mais à Washington, une toute autre version des faits est envisagée. George Marshall, le secrétaire d'État, annonce au président Roosevelt qu'il s'agissait d'un ovni et qu'il n'était pas isolé. Un second aéronef aurait été abattu, puis récupéré par les gardes-côtes. Un appareil d'origine interplanétaire probable. George Marshall recommande qu'une unité de renseignement spécial soit créée pour enquêter. L'unité des phénomènes interplanétaires, ou IPU, est immédiatement fondée. Leurs investigations permettent d'établir que les États-Unis sont sans défense face à une attaque extraterrestre. La capture d'un ovni aurait-elle permis à l'Amérique d'améliorer ses aptitudes défensives? Certains le pensent. En étudiant la technologie extraterrestre, nous pouvons apprendre comment les vaincre. Mais cela permettrait également de donner à l'armée américaine une avancée technologique lui permettant d'asseoir sa suprématie. Pendant quelques années, la rumeur que les autorités américaines étudient en secret un ovni circule. Jusqu'à ce qu'un nouvel événement vienne conforter cette hypothèse.
Dossier déclassifié, l'affaire Roswell. Roswell, Nouveau-Mexique, 1947. Un ovni d'origine extraterrestre aurait été récupéré par l'IPU avec 3 occupants à son bord. L'un d'eux serait même encore vivant. Bien sûr, les autorités cherchent à étouffer l'affaire. La première version des faits a été que l'Air Force avait capturé une soucoupe volante. En fait, à l'époque, il s'agissait de l'Army Air Corps, mais très vite cette version a été modifiée et on ne parlait plus que d'un simple ballon-sonde météo. Sauf que des dizaines de témoins directs, à la fin de leur vie, ont déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un ballon-sonde, mais d'un vaisseau alien et de ses occupants. L'unité des phénomènes interplanétaires verrouille le site et récupère tous les fragments de l'aéronef ainsi que ses occupants. Mais pour beaucoup de spécialistes, il existe des preuves qu'il y a eu contact avec des extraterrestres, et ce bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Il est temps de passer à l'action. Le 24 septembre 1947, le président Truman aurait signé un arrêté entérinant la création de l'organisation la plus secrète d'Amérique, le Majestic 12. Certains experts pensent que ce sont ces 2 incidents, la bataille de Los Angeles et Roswell, qui ont poussé le gouvernement à créer un organisme ultra secret destiné à enquêter sur tous les faits suspectés d'être liés à des extraterrestres. Ainsi serait né le MAGIC, pour Military Assessment Joint Intelligence Committee, un groupe formé par des militaires et des scientifiques. Surnommé le Majestic 12 et agissant dans le plus grand secret, il aurait eu pour mission d'étudier tout indice d'activité extraterrestre. Mais qui étaient ses membres ? Si la grande majorité des gens considéraient les ovnis comme des objets étranges et inquiétants, ou comme de la pure fiction, il existait au gouvernement américain des individus connaissant toute la vérité sur ces phénomènes. Après la gestion catastrophique de l'affaire Roswell et les nombreuses fuites largement médiatisées, il paraissait évident qu'une entité spécialisée dans les enquêtes sur les ovnis devait être mise sur pied. C'est James Forrestal en personne, alors tout Premier ministre américain de la Défense, qui est choisi pour créer cet organisme. Mais il reste encore à trouver celui qui va se charger d'en diriger les travaux. James Forrestal va opter pour un ingénieur, un certain Vannevar Bush. Il est le conseiller scientifique du président et a joué un rôle prépondérant dans le projet Manhattan, la mise au point de la première bombe atomique. La mission prioritaire du Majestic 12 est de dissimuler les affaires liées aux apparitions d'ovnis. Tout porte à croire que l'organisation se trouvait à la base aérienne Wright-Patterson et que sa première opération avait pour nom de code le projet Sign. Dossier déclassifié, projet Sign. Il s'agissait d'envoyer des agents sur le terrain pour enquêter sur le nombre croissant de signalements d'ovnis aux États-Unis dans le but d'éviter qu'ils soient connus du grand public. Le 24 juin 1947, Kenneth Arnold, un pilote, repère plusieurs disques volants en formation à une vitesse incroyable près du Mount Rainier dans l'État de Washington. Plusieurs autres témoins corroborent l'incident. L'affaire est relayée par la presse américaine et canadienne. C'est la première fois qu'il est fait mention du terme soucoupe volante. La publication du témoignage de Kenneth Arnold sidère les membres du Majestic 12. Comment ont-ils pu laisser la presse s'emparer d'une telle histoire ? Malgré le secret quasi absolu recouvrant les affaires d'OVNI, les témoignages se multiplient. À la fin des années 40, le développement nucléaire n'en est qu'à ses balbutiements. Mais certains ufologues pensent qu'il est au cœur du problème. Selon eux, les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki ont peut-être attiré l'attention d'autres civilisations. Pour beaucoup de membres de la communauté scientifique, si les ovnis existent, ils utilisent nécessairement une source d'énergie concentrée, comme carburant. Or, l'un des dirigeants du Majestic 12 n'est autre que Vannevar Bush, l'un des hommes qui est à l'origine du projet Manhattan et des essais nucléaires.
C'est lui qui est à la tête du projet SIGN. La position officielle du gouvernement américain à cette époque est que les extraterrestres n'existent pas. Mais les nombreuses fuites dans les médias entraînent un clivage au sein du Majestic 12. Il y a d'un côté ceux qui pensent que le grand public devrait être informé, et de l'autre ceux qui estiment qu'il faut à tout prix garder le secret. Nous sommes en 1949. Les deux camps s'affrontent. La volonté d'informer le public gagne du terrain. James Forrestal, le directeur de l'organisation, estime qu'il est en effet temps que tout le monde connaisse la vérité sur les ovnis. Mais dans ses rangs, certains sont prêts à tout pour ne pas lever le secret. Jusqu'où ce groupe d'individus est prêt à aller pour parvenir à ses fins? Dossier déclassifié, la mort de James Forrestal. Le 9 mars 1949, à Washington, James Forrestal est limogé par le président Truman de son poste de ministre de la Défense. Cette éviction est-elle due à sa volonté de lever le secret sur les affaires liées à l'existence des extraterrestres? Très vite, l'état de santé de James Forrestal se dégrade. Il est admis à l'hôpital de Bethesda. Le 22 mai 1949, il se défenestre du 16e étage de l'établissement. La cause officielle de son décès est un suicide dû à une dépression et à un épuisement nerveux. Pourtant, certains indices tentent à prouver que l'ancien ministre n'aurait pas mis fin à ses jours. Du verre cassé, trouvé dans son lit d'hôpital, indique qu'il a pu y avoir lutte. Il semble également que la lettre sur laquelle il expliquait son acte n'ait pas été rédigée de sa main. Les résultats de l'enquête militaire sont classés top secret. Le 20 janvier 1953, Dwight Eisenhower succède à Harry Truman à la tête des États-Unis. C'est un ancien général, mais également le premier président à avoir été informé de certains détails concernant les ovnis avant son mandat. En 1952, il se trouve à bord de l'USS Roosevelt pendant un exercice de l'OTAN. À 1h30 du matin, une boule de lumière très vive apparaît au-dessus du bateau, à 30 mètres d'altitude. Le président et plusieurs autres témoins observent l'objet pendant 20 minutes avant qu'il ne file dans la nuit noire. Il commence alors à s'intéresser de plus près à ces phénomènes inexpliqués. Il apprend ainsi l'existence du Majestic 12 et demande à être mis au courant de l'avancée de leurs travaux. Mais l'organisme refuse de laisser quiconque, y compris le président, s'intéresser à leurs affaires. La riposte est immédiate. Dwight Eisenhower envoie une délégation à la rencontre du Majestic 12. L'un de ces hommes, qui a souhaité garder l'anonymat, n'a pas hésité à témoigner devant le Congrès des années plus tard pour lever le voile sur cette opération. Le président voulait connaître la vérité sur les aliens. Il savait que le Majestic 12 enquêtait, mais il ne recevait aucun rapport. Il m'a dit qu'il voulait que je me rende sur place et que je leur délivre un message. Il m'a demandé de leur dire très clairement qu'ils devaient rendre des comptes à Washington dans les plus brefs délais. En cas de refus, il allait ordonner aux soldats en poste au Colorado de prendre le contrôle de la base et de tout détruire, quelle que soit la nature des matériels conservés sur place. Il semble que le Majestic 12 ait obtempéré et accepté de révéler certaines affaires aux émissaires du président. Il y avait là-bas plusieurs hangars. Dans le premier se trouvait l'aéronef de Roswell. Mais c'est en descendant dans les sous-sols de la base que le choc a été le plus grand. Et là, le colonel m'a dit qu'ils étaient en train d'interroger un gris. De retour à Washington, le groupe d'hommes rend son rapport au président. Il nous a demandé ce que l'on avait vu.
Nous lui avons parlé de l'extraterrestre. Il était sous le choc. C'était la première fois que je lisais l'inquiétude sur son visage. Le président vient d'envoyer un message fort au Majestic 12. Mais les émissaires, à leur tour, vont recevoir un message de cette organisation. Deux types habillés en costume noir et roulant dans une voiture noire sont venus me voir pour me dire que je ferais mieux de ne plus rien révéler ou écrire à ce sujet. Si le Majestic 12 était assez puissant pour cacher ses travaux au gouvernement l'ayant sous sa tutelle, quels autres secrets sont restés dissimulés à la connaissance du public? Même s'il n'est pas encore informé de ses affaires, le successeur d'Eisenhower, John Kennedy, a pour ambition de développer le projet spatial. 2 ans après avoir été élu, en 1961, une rencontre est organisée avec Nikita Khrouchtchev, alors président de l'URSS. Les deux dirigeants concluent un accord. La NASA et l'agence spatiale russe vont coopérer pour conquérir la Lune et partager leurs informations sur les ovnis. Mais le Majestic 12 refuse à nouveau de déclassifier ses dossiers. Conscient de la rétorsion exercée par l'organisme, John Kennedy somme une dernière fois le Majestic 12 de transmettre ses dossiers concernant la vie extraterrestre. « 10 jours après la signature de ce traité avec la Russie, John Kennedy est assassiné. Le Majestic 12 serait-il impliqué dans la mort du président des États-Unis? Ont-ils cherché à lui cacher certaines informations? Nous ne le saurons peut-être jamais. Le Majestic 12 existe-t-il toujours? Et si oui, qui en est à la tête et contrôle ses opérations? Certains experts pensent que des extraterrestres se sont infiltrés au sein même de cette organisation pour effacer eux-mêmes toute trace de leur présence. Mais dans quel but? Je pense qu'il existe un plan destiné à prendre le contrôle de notre planète. C'est même une certitude. Si vous cherchez à bénéficier des ressources naturelles d'une planète, vous n'allez pas y tuer toute forme de vie. Vous allez l'observer et la domestiquer pour en faire ce que vous voudrez. Qui contrôle vraiment l'organisme le plus secret qui soit? Des représentants du peuple dûment élus ou quelques individus opérant dans l'ombre? Si les États-Unis et même le monde tombent sous le joug extraterrestre, comment nous battre? C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.